Juste un tout petit détail, je transmets quelque chose que j'ai appris moi-même et qui peut être, donc c'est vraiment un truc très très pratique hein, qui peut servir aux gens qui écrivent. C'est David Milch qui dit ça et il parle justement de comment quitter le cliché, arriver à l'universalité. David Milch, donc le créateur de Deadwood, pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est que paradoxalement, on arrive à l'universalité. Et là, c'est vraiment quelque chose de scène. Hein, c'est pas quelque chose de conceptualisation en amont, mais c'est vraiment quand on est dans la scène, quand on écrit la scène. Donc les comportements, les gestes, la façon de parler, même la situation. On va arriver à l'universalité quand paradoxalement, quand on va aller vers la particularité des comportements, des gestes et des. C'est-à-dire que le cliché est toujours très très général et l'archétype ou donc la vérité profonde qui est universelle et qui parle à tout le monde est au contraire liée à des choses étonnamment très très particulières. Donc c'est parce qu'on aura fait l'effort de trouver le comportement qu'on n'a jamais vu ailleurs que paradoxalement, parce que, enfin, le processus, c'est que simplement, le personnage qui sera montré dans la scène n'aura pas été vu ailleurs, puisqu'il sera, euh, il aura des comportements, une façon de parler ou des mots qui sont bien à lui. Et le fait que ce personnage n'ait jamais été vu ailleurs fait monter le texte à un niveau universel. Et aussi le phénomène de on est frappé, on est choqué par quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Quand on voit une succession de clichés dans des films en personnages ou autres, on oublie très vite parce qu'on les a déjà vus, donc il n'y a rien de frappant, rien de marquant. Quand on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu dans une fiction, ça nous marque, et tout d'un coup ça devient le représentant des idées qui sont véhiculées, ou de la thématique, ou de machin. J'ai pas d'exemple en tête, mais en réfléchissant pendant 2 ou 3 jours, je pourrais revenir et vous raconter. Mais euh, il doit y avoir des exemples de personnages qui sont devenus des archétypes et donc des universels de tel ou tel thème pour tel ou tel film, telle ou telle situation humaine. Je ne sais pas si le divorce, on pense à Kramer contre Kramer. Le dispositif qui a été posé dans ce film-là avait jamais été posé comme ça, ou ces personnages n'étaient pas comme ça, enfin montrés comme ça avant. Du coup, ces personnages-là qui étaient très particuliers, très précis, et la situation était élevée au rang d'archétype et d'universalité. Donc, voilà. Et Sabrina, justement, dans ton travail sur les innocentes, comment est-ce que tu as travaillé l'héroïne qui est incarnée par Lou Delage? Quel travail ça a été par rapport à... Non, tu veux pas en parler? Ah bon, non, mais tu peux me le dire. Euh, on l'a travaillé avec beaucoup de difficultés. Est-ce que tu peux raconter un petit peu Alors oui, il faut savoir, Les Innocents, donc c'est un long métrage qui va sortir en février, qui est un long métrage historique. Donc ça se passe en 45 en Pologne, et c'est l'histoire d'une femme qui travaille pour la Croix-Rouge et qui est à Varsovie dans la reconstruction de l'hôpital français, dans le but de rapatrier tous les soldats en fait qui ont été blessés en Europe. Et pendant son séjour à Varsovie, elle rencontre des bonnes sœurs dans un couvent, dont la moitié, enfin pas la moitié, un petit peu moins, mais sont enceintes en fait. Elles ont été violées par l'armée rouge. Et quand elle arrive, elles sont toutes à 9 mois. Et voilà, il commence le film. Et en fait, c'est inspiré de faits réels. Et le personnage de cette infirmière de la Croix-Rouge, en fait, a existé. C'était un médecin. Elle s'appelait Madeleine Poliak, pardon. Et c'est son petit-neveu qui est venu nous voir en nous disant: je voudrais raconter l'histoire de ma grande-tante. Et en fait, paradoxalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les biopics, c'était le personnage le plus compliqué à construire, tout simplement parce qu'on avait l'impression qu'il fallait pas la toucher en fait. C'est-à-dire qu'il fallait, on voulait lui rendre hommage et en même temps on n'avait pas le droit de l'abîmer, pas le droit de changer qui elle était et tout. Donc on s'est beaucoup concentré sur les autres personnages pendant très longtemps, les bonnes sœurs, tous les gens qui l'entouraient, parce que c'est plus facile, parce qu'en fait on peut faire ce qu'on veut, on peut les modeler comme on veut. Et c'est vrai que ce personnage-là a été le plus dur à construire, et il a fallu beaucoup de temps en fait pour prendre le recul, en fait, pour juste se dire il faut arrêter de se dire qu'elle a existé, il faut aller créer quelque chose qui va venir servir ce qu'on a envie de raconter, et il faut réussir à les mettre de côté en fait. Et ça a été très compliqué, ça a duré très longtemps. Et c'était il y a longtemps aussi, et je pense que je travaillais à l'époque différemment encore de ce que je travaille aujourd'hui, je me posais pas les mêmes questions. Et je sais qu'on est arrivé avec un personnage, je pense, qui avait encore des faiblesses quand on a fait passer le scénario. Et parce qu'il avait encore des faiblesses, je pense que tout le monde s'en est un peu emparé. Et on savait pas vraiment, je pense, qu'on voulait raconter avec ce personnage. Et du coup, chacun est venu y mettre
un peu de soi et tout. Et du coup, je pense pouvoir dire qu'il nous a un petit peu échappé en fait. Voilà. Parce que c'est important, c'est pour ça que c'est important de vraiment construire ces personnages très tôt et de savoir quand vous allez rencontrer des gens, enfin des gens, pardon, des réalisateurs et des producteurs, ce que vous voulez raconter pour pouvoir le défendre. Parce que sinon, c'est là que se créent les conflits et chacun veut y mettre sa patte, chacun veut y mettre de soi et ça devient un gros bordel. Voilà. La question s'adresse plutôt aux comédiens. Est-ce que ça vous est arrivé de devoir interpréter des personnages qui n'étaient pas du tout précis, je dirais, enfin le scénario était... Vous vous retrouvez face à des personnages, vous ne comprenez pas le projet du metteur en scène ou de l'auteur derrière. Et comment, du coup, comment on peut réagir Non, mais soit on a le scénario dernière version, et où là, n'importe qui a le droit de dire ben non, j'y vais pas, ça me parle pas, j'ai pas envie, bon. Et après, c'est de la responsabilité de chaque personne qui s'engage sur le projet. Soit, mais alors là, je parle plutôt pour la télévision, ce qui se passe de plus en plus, il faut tourner dans des rythmes qui sont rapides et courts, et de plus en plus, en fait, on vous fait lire, quand c'est une série, quelques épisodes dialogués et des séquenciers et ou des épisodes dialogués dont on vous dit, en fait, ils vont être réécrits. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se fie à la parole d'un producteur, au talent d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est-à-dire que c'est un pari, en fait. Il y a des paris qu'il vaudrait mieux ne pas prendre, enfin, ou en tout cas tenter. Et puis, il y en a d'autres où on se dit, par exemple, vous voyez, les Revenants, quand on a démarré à tourner, le tournage de cette deuxième saison, en gros, ce qu'on a tourné ne correspondait absolument pas au scénario qu'on a pu recevoir, voire même il y en a qu'on n'avait pas du tout entre les mains quand on a commencé. Sauf que y a à la tête de ce projet un homme qui est un auteur très bien entouré, très bienveillant, Fabrice Gobert, et que la majorité, enfin l'intégralité même des comédiens suit. Parce que on y va, voilà, il y a une confiance. Et puis parfois, c'est pas le cas. Et donc, vous devez faire avec les armes que vous outillez d'armes, vous bidouillez quelque chose pour faire en sorte que tout à coup, ce que vous avez à jouer ait de la consistance, mais en sachant très bien que c'est pas tout à fait votre métier, que la production est engagée, qu'on ne peut pas bouger les séquences, en supprimer comme ça. Voilà, ça devient très compliqué, quoi. Donc de toute façon, quand même, la règle d'or, c'est qu'on parte tous, les uns et les autres, équipe technique, artistique, avec un texte sur lequel tout le monde s'est entendu. Et évidemment, les auteurs en premier. C'est-à-dire, voilà, là, c'est le texte qu'on a envie de voir porté à l'écran. Évidemment qu'il y aura une interprétation, donc des petites trahisons. C'est la raison pour laquelle on fait appel à tel ou tel, parce qu'on se dit ça va être un super traître. Mais voilà, mais on l'a choisi. Mais il faut que le texte, au départ, vraiment, je crois, et je milite beaucoup pour ça, c'est qu'on parte en production, que la production démarre avec quelque chose de solide et que les questions, on se les pose en amont, on ne se les pose pas en cours de réalisation. Parce que c'est la meilleure manière de se prendre des murs, quoi, je trouve. Et surtout, de créer de la frustration et des malentendus. Non, pareil, je suis tout à fait d'accord. C'est que on peut partir avec quelque chose incomplet ou avec encore des zones parce que parfois il y a des films qui se tournent à l'étranger, on n'a pas forcément le comédien ou la comédienne, etc., où il manque encore des choses. Et puis moi ça m'est arrivé une fois avec Volker Schlendorf, sur une base de scénario de Jean-Claude Carrière, et qui avait écrit 30 pages, et on se disait, bon, quand ce sera un scénario, ça va être bien. Et c'est jamais devenu un scénario. Et donc, on est parti quand même au Kazakhstan tourner un film. Et ouais, c'était très bizarre comme projet. Mais et du coup, on s'est retrouvé avec Volker Schlendorf. On avait cette envie déjà de travailler ensemble. La base de l'histoire de Jean-Claude Carrière
était très belle, avec des tas de notions philosophiques comme il sait faire, etc. Enfin, mais c'était pas un scénario de son propre aveu. C'est pour ça que je le dis. Hein, je suis pas en train de trahir. Et il nous avait dit, écoutez, je vais écrire encore un petit peu, mais partez, faites-en ce que vous voulez, genre grand seigneur, et allez-y. Et on l'a fait. Bon, et en même temps, ça donnait que plus la journée de tournage, on mangeait vite, et puis jusqu'à 2h, 3h du matin, avec Volker, on écrivait, on avait chacun son ordi, on se faisait voir les trucs. Alors moi, c'est ce que je dis depuis, j'ai jamais eu l'impression autant de faire un film que là. C'est-à-dire que je peux dire que j'avais la marque du clavier, parce que le soir je m'endormais et tout ça, mais c'était passionnant. C'est vrai qu'à un moment donné, je dis, mais là, il manque pas une scène où le mec qui pourrait envoyer chier l'autre, là, qui le suit depuis 3000 km, et il dit, bah écris là. Ok, bon alors, moi pendant ce temps-là, je vais faire des repérages, on va essayer de la tourner. Alors ça peut, voilà, ça entraîne des choses chaotiques, mais c'est aussi passionnant. L'autre pendant de ça, c'est un truc que j'aurais jamais dû accepter. C'était si vous voulez vous marrer, ça s'appelle Tempête. C'est France 3 qui a produit ça. Ça devait être le début d'une série sur les sauveteurs en mer. Et c'est le film le plus catastrophique que j'ai pu faire. Et j'ai fait aucune promo, j'avais honte. Mais parce que j'aimais bien le projet, oui, cette idée-là de faire un personnage récurrent, sauveteur en mer et tout. C'est un univers qui me passionne. Et bon, là, c'était pas Volker Schlendorf et c'était pas Jean-Claude Carrière. Donc la base était. Et je leur avais dit, écoutez, moi, si ça reste en l'état, c'est non. Mais si ça évolue, alors j'avais dit un peu, mais ils m'ont dit, pas de problème, t'as raison, t'as tout à fait raison, etc. Et j'ai eu tort de pas demander avant de partir, vous en êtes tout de l'écriture Et à chaque fois que je posais la question, on me disait, mais oui, c'est super, ça avance. Là, on s'est encore réunis avec. Ils étaient trois auteurs-réalisateurs. Et quand on est arrivé sur place à Saint-Malo pour tourner, c'était la même version, exactement la même. Et là, les contrats sont signés, il y a tout. Voilà, c'est un peu, c'est dur, mais c'est dur de le faire aussi. Donc, faut vachement faire gaffe à qui on fait ça. Enfin, il peut y avoir des paris comme ça et ça peut être chouette aussi mais il faut bien s'entourer, il faut être conscient aussi des choses. Mais comme Constance, moi je pense que il faut être, enfin voilà, il faut que ce soit écrit, quoi. Il n'y a pas à chier. Enfin, faut qu'il y ait une histoire racontée. Oui, alors justement, si on devait imaginer un dialogue comédien-scénariste, parler en premier qui veut, comédien ou scénariste, mais qui pourrait entamer ce dialogue, à quelle étape du projet ce dialogue pourrait intervenir, selon toi qui écris À quelle étape, je sais pas. Non, J'avoue, je pense que moi, je pense que je sais que j'aimerais discuter avec les acteurs juste pour parler de la base du personnage, en fait. Vraiment de quoi on est parti, de presque ce truc un peu inconscient, presque, en fait, pour être sûr que ça, c'est solide. Et moi, pour raconter un peu ma petite expérience sur 10%, 10%, quand j'ai vu les épisodes pour la première fois, au bout de 10 minutes, j'ai complètement oublié ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que j'étais complètement dedans et je suis rentrée dedans. Et en fait, on a été trahis, mais de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qu'on avait écrit, on a oublié ce qu'on avait fait, ce qu'on voulait et tout. Et en fait, chacun s'est emparé de ce qu'on avait fait, mais de la bonne manière. C'est-à-dire que tout le monde allait dans la même direction en apportant un plus, en fait. Et là, c'est magique, en fait, en tant que scénariste, quand tu vis quelque chose comme ça. Et je pense que moi, là où j'aimerais peut-être qu'il y ait un dialogue, c'est vraiment pour s'assurer que la base est la même et qu'on part dans la même direction. Et après, je fais confiance à chacun pour apporter sa touche supplémentaire et aller complexifier, sublimer. C'est un peu ça, ouais, pour être sûr qu'on soit d'accord. Qui est censé aussi porter des intentions. Oui, bien sûr, mais du coup, à quel moment c'est toute la question qui se pose. C'est est-ce qu'on on parle avec le réal et le réal parle avec les acteurs. Est-ce que c'est vraiment grave si le scénariste est là quand les acteurs sont là? Enfin, je sais pas là. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que comme vous le disiez au départ, le processus même de création du personnage ou les interrogations qu'on peut avoir, qu'on parte d'un conflit, que l'on parte des stades dont tu as parlé, que sais-je. Je pense que notre travail est extrêmement gémellaire. Enfin, il y a vraiment des questions qui se posent qui sont extrêmement proches. Donc, il y a
j'ai l'impression qu'il y a ou la production ou les réalisateurs qui auraient peur de cette rencontre entre et écrivain et interprète, alors que je pense que ça peut être très très enrichissant. À quel moment ça doit être fait? J'en sais rien. Peut-être que une version 1 ou version 2 avec un travail, ce qui se faisait d'ailleurs par ailleurs avant, mais qui ne se fait plus malheureusement, un travail de lecture avec l'intégralité de l'équipe, où on se dise, tiens, voilà, ne serait-ce que pour des histoires de tessiture, de mise en bouche, de choses comme ça. Après, en rentrant peut-être un peu plus dans le détail, on se rend compte que, tiens, oui, cette scène, elle est peut-être pas utile, ou alors peut-être qu'on pourrait le raconter autrement, ça pourrait peut-être être l'occasion d'une séquence non dialoguée. Enfin, voilà, toutes ces questions qu'on peut mettre au milieu de la table avec le réalisateur et tout ça. Et puis, au bout du compte, on en reparle peut-être un mois plus tard. Mais ça, c'est presque un timing, un calendrier qu'il faudrait repenser, puisque aujourd'hui, il n'est pas rare du tout qu'on se retrouve à 3 semaines ou 1 mois d'un démarrage de tournage et où on n'a pas de texte, on est en train à peine de commencer à faire les costumes, on est encore en plein repérage. C'est brouillon, c'est trop brouillon. Je pense qu'il faut vraiment se pencher assez tôt, peut-être 6 semaines ou 2 mois avant le démarrage d'un tournage, sur une version qui est déjà pas mal aboutie, et puis d'apporter des petites choses comme ça, en tout cas de réfléchir sans que ce soit vu comme une menace. Il n'est pas question de dire les auteurs sont nuls ou tout à coup la prérogative du réalisateur va être mise de côté. Voilà. Enfin voilà, c'est un travail, comme tu dis, où en bonne intelligence on réfléchit à la meilleure manière de raconter cette histoire. Enfin, il me semble. Ouais, parce que ce qui m'étonne, moi, c'est ce métier qui fonctionne par compartiments étanches. Et c'est très bizarre. Hein. C'est une fois que le scénario est rendu, moi je vous dis, j'ai rencontré une fois un scénariste, c'était Jean Cosmos, et puis mais je pense que j'étais d'aucune utilité pour lui, pour faire le scénario. Je crois que c'est un travail, voilà, on n'a pas, je crois que les scénaristes n'ont pas besoin des acteurs pour faire ça se saurait. Enfin, mais en revanche, c'est une fois que c'est fait, justement, comme disait Constance, une première rencontre, une première lecture. Il peut y avoir des questions toutes bêtes qui vont prendre 5 secondes de la part du scénariste pour dire bah non, ça c'est parce que juste avant il dit ça, ah bah oui, t'as raison. Et ça va prendre 3 heures d'interruption de tournage au moment de tourner. Et ça prend 5 secondes à la table. Parce que le scénariste est là, qui dit mais non, ou au contraire, bah non, là je me suis dégouré, tiens, c'est une faute de frappe. Mais sinon, voilà, enfin, je plaisante, mais il peut y avoir des trucs qui, en une pichenette, c'est réglé. Une petite question, et puis c'est réglé. Mais en l'absence du scénariste, sur le tournage, avec la tension, les trucs, l'histoire, les machins, et puis on dit mais non, mais je comprends pas ce que je fous là, c'est quoi ça, cette phrase et tout. Et ça va voilà, ça va prendre des heures et ça va créer des psychodrames après, ou de l'incompréhension, ou des sentiments d'abandon, et c'est dommage parce qu'on est souvent comme ça, un peu Calimero. C'est les acteurs, c'est normal. Ouais. On se sent abandonné. Et c'est bizarre parce que ce travail-là, quand on fait du théâtre, on l'admet volontiers, ce travail-là. C'est que quand on fait du théâtre, tout le monde comprend pourquoi on répète. Tout le monde comprend ça. Bah oui, il faut s'accaparer le texte. Et au cinéma, il ne faudrait pas s'accaparer le texte. Il faudrait que ce soit un truc, hop, comme ça, oui. Tranquille, mais il y a des acteurs assez rapide. Aussi, pardon, faisons-nous l'avocat du diable. Pardon, il y a malheureusement aussi, là je fais une parenthèse, mais moi j'ai déjà rencontré beaucoup d'acteurs, de confrères qui, et je le comprends, parce que quand ils expliquent pourquoi on comprend, qu'ils ne veulent pas faire ce travail de répétition, parce qu'en fait, quand on vient du théâtre, je pense que c'est le cas de Constance, de Philippe et de moi-même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence à se dire, je me sens tellement plus solide si je répète, si on se pose tous ensemble les mêmes questions, ce que tu viens de dire et tout ça. En fait, quand j'arrive au moment de jouer et au moment où il faut lâcher prise, même si j'aime pas ce mot, je me sens en fait beaucoup plus fort parce que j'ai dans ma besace tous les outils dont on a parlé. Et quelque part, j'ai une colonne vertébrale hyper solide. Donc si à un moment il se passe ça ou ça, je m'en fous parce que ma colonne vertébrale, elle est là et on a tous la même. Et ça, c'est hyper important. Mais sauf que moi, ça m'est déjà arrivé, je me fais l'avocat du diable, de faire des films avec des réalisateurs qui ne demandaient que ça, de faire des putains de répétitions et d'organiser une énorme table ronde avec tous les acteurs, et que la moitié des acteurs disent « Ah non, déconnez pas, parce que moi, je perds ma spontanéité si je fais ça. » Donc, il y a un moment, il faut aussi être honnête, quoi. Il y a un moment, il se passe un truc, et en plus, quand ils expliquent, on peut aussi comprendre pourquoi. Parce que le jeu devant la caméra est un truc un peu spécial aussi, où on voit bien que si on use les choses trop,
au moment M, parce qu'il y a quand même une histoire de moment M, où il faut donner le truc qu'il faut donner, parfois on l'a usé et on l'a perdu. Et moi, j'ai rencontré des acteurs qui avaient très peur de ça aussi, et je peux les comprendre. Mais ouais, oui. Moi, j'avais beaucoup parlé sur un tournage avec Marina Foïs qui expliquait ça, qui disait qu'elle était, voilà, c'est une femme de théâtre et elle aime répéter, et elle aime décortiquer, mais elle disait, plus je tourne et plus j'ai peur de perdre ce moment où vraiment je ne sais plus rien, j'oublie tout et je m'abandonne. Ouais, mais il y en a à qui ça fait peur aussi. Là, on parle. Alors là, j'ai plus de mal à le comprendre. Autant cette histoire de scène usée ou pas usée, oui, ça, je peux l'entendre sur certaines séquences. Mais par ailleurs, discuter même du squelette, de la base de notre Bible, de savoir si ça c'est mieux. Il me semble pas qu'on use quoi que ce soit en faisant ça. On prépare, comme tu dis, c'est-à-dire que tout à coup, après, il y a ce qui va arriver, mais on saute pas sans baudrier. N'importe quel geste, quand on voit quelqu'un danser et on se dit mon Dieu, ce que ça a l'air si simple, je vais le faire dans mon salon, mais c'est justement parce que ça a été. Voilà, à fait d'accord. Je sais très bien que je prêche les convaincus, c'est pas du tout ça, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir, le fait même de répéter des scènes, que le fait même de se rencontrer bien en amont et de se dire. Voilà, qu'est-ce qu'on raconte avec ça et comment, à la manière d'un Pulse, on peut se dire peut-être cette pièce-là, elle serait mieux plutôt à ce moment-là et pas à ce moment-là. Mais... Là-dessus, peut-être les comédiens et les auteurs ont en commun le fait d'être un peu schizophrène, c'est-à-dire d'à la fois avoir une connaissance théorique du personnage, des outils, même des outils techniques, et en même temps, à un moment donné, quand on écrit, on n'est pas en train de se demander est-ce qu'il est au stade anal ou oral, on a une intuition et on y va. Donc, oui, ça va. Non, mais il en va de la même recette pour tous les. Enfin, c'est pareil, on a tous ces deux aspects-là. Et encore une fois, c'est la non-dualité. Ça n'est pas parce que je réfléchis à un moment donné qu'au moment où j'écris, je réfléchis. Je fais tout sauf réfléchir au moment où j'écris. Et pour les comédiens, je crois que c'est pareil. Y a des... Enfin, je pense que voilà. Mais les comédiens qui ont peur de ça, ou les auteurs qui ont peur d'avoir des outils et qui se disent que ça y est, ça va les castrer complètement au moment où ils vont écrire, c'est peut-être des gens qui acceptent pas encore justement leur dualité intérieure, le fait de pouvoir à la fois être dans la réflexion et dans l'impulsion, l'intuition et la spontanéité. Et je pense que ces deux choses-là peuvent cohabiter et l'un ne remplace pas l'autre. Ce sont ces deux choses qu'on a pas forcément en même temps, mais enfin de toute façon on les a en même temps puisqu'il n'y a pas des bouts de nous, on a une schizophrénie, mais qu'on peut avoir à tour de rôle. Donc je pense qu'il faut les rassurer là-dessus et que ça vaut vraiment le coup. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que finalement la rencontre entre les comédiens et les auteurs, elle a lieu à travers tout simplement des gens qui finissent par à la fois jouer et écrire. Et moi, c'est les meilleurs projets que j'ai vus récemment étaient faits par soit des comédiens qui se mettaient à écrire, soit des auteurs qui se mettaient à jouer. Mais si on prend ne serait-ce que le couple Jaoui-Bakri, cette rencontre entre comédiens et auteurs, ils l'ont fait. Et sur les personnages, ça fonctionne bien. Après, on n'aime pas leurs films et leurs histoires. Mais en tout cas, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord pour dire qu'ils sont quand même doués pour caractériser des personnages de fiction. Donc eux, la rencontre, ils l'ont fait. Donc faisons-la, si on n'est pas tous comédiens et auteurs, faisons-la entre nous. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc sur le fait que, en effet, les scénaristes sont rarement présents et ne rencontrent rarement les acteurs, mais il faut savoir que la plupart des scénarios sont écrits par les réalisateurs ou coécrits avec le scénariste. Mais je crois que le scénariste tout seul, je crois que c'est moins de 5% des films qui sortent tous les ans qui sont... Comment ça, pardon? Ce que je veux dire, c'est que en télé, pardon, j'ai dit ciné, non. En télé, c'est pareil, c'est pas du tout la même chose, mais on a beaucoup plus de scénarios qui sont pas écrits par le réalisateur, et pourtant il n'y a pas non plus ouais, il n'y a pas du tout de, enfin, ça commence un peu à changer, mais c'est très très long et c'est très rare, enfin très lent et très rare, mais il n'y a pas on fait jamais de lecture, enfin très rarement, il n'y a pas de rencontre en télé, ouais. Ouais. Ouais, alors c'est quand même. Alors que pardon, alors qu'en télé c'est vraiment, là pour le coup, 95% des cas, un scénariste qui pense le projet, qui l'écrit pendant 3 ans ou 4 ans ou je sais pas combien de temps, avant que le réalisateur arrive. Donc c'est vraiment lui, entre guillemets, l'auteur qui l'a porté pendant si longtemps. Et donc il aurait une légitimité à discuter avec des comédiens, à discuter avec le réal, à discuter avec les chefs de poste, et ça n'arrive jamais. Donc,
Ouais, c'est ce que je trouve effectivement c'est ah ouais parce que le but du jeu c'est qu'un film existe et on a l'impression que ça fonctionne par étapes comme ça, c'est étanche et même par exemple le montage, il faut bon, ça m'intéresse. Je suis pas forcément passionné par ça, mais ça m'intéresse mais ça quand on pose la question, est-ce que je peux me voir un jour passer 5 minutes, regarder, c'est souvent un peu incongru, même ça. C'est comme si c'était des mondes séparés. On passe comme un produit manufacturé qui va passer d'un atelier à un autre, et puis et toi tu restes dans cet atelier-là, et puis alors qu'on est au service d'un truc final qui va être une histoire, un film. Et pourquoi se priver d'un cerveau en plus autour de la table? Mais exactement, Ça coûte rien, et même au moment du tournage, parce que il y a la théorie et puis il y a la pratique. Parfois il y a une belle scène vachement bien écrite, et dans le décor qui a été choisi, on s'aperçoit qu'il y a un bout de la pertinence qui s'effondre un petit peu et qu'il faut réagir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On reste parce que non, c'est écrit comme ça, donc on le tourne comme ça, même si on sait que c'est un peu dommage parce que du coup il y a une porte et là du coup je peux pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui existent. Enfin, la réalité du tournage, c'est une autre écriture, qui vient. En général, on est là pour interpréter la première écriture, mais parfois il y a des petites, pas forcément contradictions, mais des heurts comme ça, des grains de sable qui font que c'était écrit dans telle vision, tel décor, et puis la réalité des repérages, on fait que c'est là. Et ça demande des changements, parfois il y a des quand c'est trop étanche, par exemple, moi ça m'est arrivé une fois au théâtre avec un auteur vivant, Michel Vinavert, pour les Coréens. En l'absence, il n'était pas là pendant toutes les répètes, et puis il est venu 15 jours avant la première, et à un moment donné, pas à un moment donné d'ailleurs, pendant tout le personnage de Belair, le personnage principal, a un accent un peu populaire. Et donc Vinavert a écrit un phrasé populaire avec des élisions, des choses comme ça. Et le metteur en scène disait non mais il faut que tu respectes bien les élisions de l'auteur et tout. Et je me disais bon pourquoi pas, mais en même temps ce qu'il veut nous dire c'est que ce mec vient vient d'un milieu populaire. Donc après on a chacun le sien, on a chacun son phrasé. Je pense qu'il nous indique quelque chose. Et il me dit ça me gêne, c'est une écriture hyper précise quand même. Et il est venu, je me suis dit je m'en fous, je joue comme voilà. Et puis et après j'étais le voir, Monsieur Vinavert, est-ce que ça vous a dérangé? Il dit non c'est super et tout, il était très heureux. Et je dis mais vous avez vu, j'ai adapté un peu à ma façon à moi de mais vous avez tout à fait raison, c'est ça que je voulais indiquer que voilà, et pendant 4 semaines on s'est pris le chou avec le metteur en scène pour qui c'était une écriture, il fallait pas y toucher une seconde, alors que lui il a indiqué quelque chose avec ça, et ça permettrait de lever des trucs comme ça. Mais en plus c'est exactement ça, parce que ce qui est génial c'est que quand on tourne là des scénarios, je sais pas s'il faut dire ça même. Non mais c'est des auteurs vivants. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a la chance d'avoir des. Non mais imaginez, on a la chance de jouer des auteurs vivants. Donc ça serait vraiment, c'est un peu trop bête comme tu dis, de compartimenter et de se priver de cette possibilité de discuter, puisque c'est un processus. Vraiment mais vivant quoi. Donc pourquoi ne. Alors est-ce que c'est des questions économiques? Probablement, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vraiment le principal? Alors c'est ça, moi je pense que, et par ailleurs, je trouve ça vraiment génial qu'on se réunisse, parce qu'il me semble que ça n'est pas si absurde de penser que, enfin j'espère, la majorité des personnes qui se sont engagées dans ces métiers artistiques le font pour le bel objet, pour le bel ouvrage, et qu'il n'est pas question de se dire machin, alors il y en a bien évidemment, hein, mais de se dire il a envie de tirer la couverture à lui, elle a envie de voir son nom là, ici et là, parce que j'ai l'impression que cette espèce de chose de fabrication artisanale, malgré tout, même si ça reste, enfin même si c'est un produit industriel, ça peut l'être, mais il n'y a rien qui donne plus de joie, de satisfaction, de chaleur, que de se dire on a bien travaillé ensemble quoi. On a mis chacun nos compétences et puis c'est pas juste 1+1, on sait très bien que 1+1 ça fait pas que 2, c'est toute une plus-value au bout du compte à la fin de la chaîne, où on se dit avec les conditions qu'on avait et qui ont fait qu'on est tous réunis autour de cette envie de fabriquer quelque chose de qualité, eh bien voilà, on y est parvenu, et pas comme tu dis dans un petit coin, dans un atelier, plus un autre atelier, plus un autre atelier. Enfin, ça veut rien dire, il me semble.
Donc peut-être que si chacun, on militait d'une certaine manière, sans partir en va-t-en-guerre, hein, mais on militait pour que cette chose-là, qui a l'air si simple, puisse réellement se faire, je pense qu'on respirerait tous mieux, non? Enfin, et ça ne dépend que de nous, au bout du compte, de dire, tiens, on pourrait peut-être organiser, je sais pas, une rencontre avec les scénaristes, ou pourquoi pas cet après-midi-là, trouver un moment pour faire une lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr. Enfin, peut-être qu'il y en a 2-3 qui diront, moi, j'ai pas envie d'altérer quoi que ce soit d'une fraîcheur d'interprétation ou quoi, mais j'ai quand même le sentiment que globalement, tout le monde serait assez partant pour ça. Je pense que vous avez raison, il faut être proactif, quoi. Faut pas attendre que ça vienne de la production, du réalisateur, etc. Et je suis étonné, moi, des différences. C'est vrai que de tout ce travail qui peut se faire, parfois, il y a des projets théâtrales qui ne sont pas forcément aussi... qui sont pas forcément aussi fouillés, mais c'est vrai que quand on a affaire quand on travaille souvent c'est dans le subventionné avec un auteur comme Shakespeare par exemple. Il n'est pas rare que le traducteur soit là, que le metteur en scène s'entoure d'un dramaturge ou d'un assistant ou d'une assistante qui est aussi en même temps un peu en formation comme ça, enfin en devenir, et donc parfois c'est même un peu caricatural. Il m'est arrivé sur un vieil Hamlet à la Comédie Française où quand je posais une question, il y avait tout le monde se levait sauf le metteur en scène. C'est-à-dire que j'avais plein d'assistants qui venaient, oui, alors il veut te dire que à ce moment-là, je dis mais lui là-bas il pense quoi? Et donc parfois c'est aussi ça peut friser la caricature. Mais c'est vrai qu'on questionne l'œuvre, on lui pose des questions, et c'est ça qui rend Shakespeare vivant, c'est qu'on lui pose des questions, même si voilà il est pas là, mais on interroge l'œuvre. Et j'ai le sentiment parfois que au cinéma et peut-être encore plus à la télévision, mais que ce travail-là, il est pas, on n'a pas le temps, il faut pas le faire, et que c'est même un peu suspect, et qu'on peut être un peu chieur si on pose une question un jour. Moi, je me souviens d'un film. Tant pis, on peut dire, enfin c'est pas grave parce que c'est pas, j'en garde un bon souvenir quand même. Mais j'avais fait c'était il y a longtemps, en 92, un film qui s'appelle Une nouvelle vie d'Olivier Assayas. Et Olivier Assayas me dit, je suis content, je vais enfin filmer un premier jet. J'ai écrit et j'ai pas relu, je veux le filmer comme ça. Alors, le scénario était comme ça, hein. Et bon, il a trouvé un producteur pour faire ça, tant mieux. Et donc, me voilà là-dedans avec mes petits camarades. Et puis, un jour, j'ai une tartine de texte, comme ça, je me dis, c'est marrant, ça se répète un peu, là, quand même. Alors, voilà, bêtement, fort de mes années de conservatoire et de comédie française, je lui dis, tu trouves pas que ça se répète un petit peu? Enfin, il fait... Il dit non, je veux pas entendre, je veux pas. Non, on tourne, action. Voilà. Bon, voilà, ça a donné ce film et que je vous conseille. Et je sais pas, je l'ai même pas vu moi, donc je sais pas. Et c'est, mais donc parfois il y a même une défiance. Effectivement, il y a une légende qui court, comme tu disais, sur le. Et puis après tout, si le résultat est bien, tant mieux. Mais que plus je répète, plus je perds ma fraîcheur, ma spontanéité. Moi, je crois qu'on gagne toujours à interroger le texte. Parce que interroger le texte, c'est pas être suspicieux vis-à-vis du texte. C'est comprendre. C'est pas juste. C'est pas parce que c'est écrit en français que je comprends. Il y a plein de choses. Est-ce que je suis sûr d'avoir compris? Est-ce que c'est parce qu'il y a ce qui est dit et il y a ce qui n'est pas dit. Par exemple. Bon alors c'est toujours au théâtre, mais Les Fourberies de Scapin, il y a longtemps, 97, avec Jean-Louis Benoît, on a ce désir-là de monter cette pièce. Et à notre premier rendez-vous, on se dit mais c'est bizarre. On avait une impression de tristesse en ayant relu. On dit toujours ça hein, par rapport aux classiques, on les relit, mais comme on les a lus quand on avait 12 ans, en fait, on les lit pour la première fois finalement. Mais ça fait bien de dire j'ai relu. Et en relisant donc, je m'aperçois que cette pièce est... Alors peut-être qu'on était mal lunés l'un comme l'autre, chacun de notre côté, mais on trouve ça plutôt triste, avec beaucoup de cruauté. Et il me dit, mais je sais pas si tu as remarqué, mais Scapin arrive à donner 500 pistoles à l'un, ou 500 sécus, je sais plus, et 200 pistoles à l'autre, aux deux fils, aux deux prétendants. Ils prennent les bourses, et ils s'en vont, ils ne disent pas merci. Et c'est vrai que aucun personnage ne dit merci à Scapin. Et bien ça a orienté la mise en scène sur l'ingratitude. Et comme par hasard, première scène, acte 1 de Scapin, il dit « Et devant l'ingratitude du siècle, j'ai résolu de ne plus rien faire. » Et on croit toujours que c'est Scapin qui
qui se fait prier, voilà, qui veut faire monter les enchères avant d'intervenir dans les intrigues amoureuses des uns et des autres. Mais et si c'était vrai? Et si il en a marre? Voilà, il en a marre de servir des petits-fils de bourgeois qui vont leurs intrigues amoureuses de merde et qu'à chaque fois ça lui retombe dessus, il se fait taper, etc. Parce qu'il dit quand même que quand il rentre le soir, il a peur de se prendre des coups d'étrière, donc c'est-à-dire des étriers. On tapait les valets avec les étriers des selles, comme ça. C'est lourd, ça fait mal. Donc les valets étaient battus, parfois à mort. Et voilà. Et si la pièce, si on riait, d'accord, on va rire, mais si on riait avec ça derrière, quand même, ce truc-là. Et visiblement, ça avait vachement plu à l'époque, cette vision-là, un peu plus. Mais c'est en interrogeant, c'est en constatant l'absence d'un mot. Le mot merci n'existe pas. Donc, quand un scénario est bien écrit, enfin, je me retourne vers vous, mais si tu n'utilises pas quelque chose pour dire quelque chose, c'est que ça a du sens. C'est porteur de sens. Donc, finalement, tout ce travail-là, que l'acteur peut faire chez lui le soir ou à l'hôtel, enfin, en potassant son truc, etc. Mais c'est vrai, moi j'ai tendance à penser que plus on fait de lecture, pour ça que c'est bien parfois les films qui ont du mal à se monter financièrement, parce que on passe beaucoup de temps à se voir, à se revoir, à se remonter le moral, et puis tout d'un coup on se dit finalement cette scène elle n'est pas si indispensable que ça, et puis etc. Et on accumule. Moi je me souviens, Capitaine Conan, il a mis 2 ans, au moins 2 ans et demi, 3 ans à le monter, et ce scénario, je le savais, mais je pouvais le jouer à l'envers. Et on avait, et tous les acteurs étaient pareils, que ce soit Berléand, Lecoq et tout. On avait une connaissance, Claude Rich aussi. On avait une connaissance, comme si on allait jouer Capitaine Conan au théâtre. C'était pareil. Et le tournage a été un tel bordel en Roumanie que si on avait été un peu frais dans la connaissance du texte, vu que c'était un film assez bavard finalement, on aurait perdu beaucoup de temps. Et donc, je ne crois pas que ce soit une perte de temps d'interroger l'œuvre ensemble. Ouais, mais ça n'a pas forcément bonne presse, ce que je dis là, quand on prépare un. C'est pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est très intéressant parce qu'elle avait déjà écrit. Qu'est-ce qu'un scénario bien écrit? C'est ça? Mais pardon, juste pour spécifier un peu, parce que c'est très vaste, en termes de jeu pour construire un personnage, ou c'est quoi pour nous en soi un scénario bien écrit et tous les ingrédients? Oui, alors là. Non, en termes de jeu, non, je pense que ça. Pardon, ça n'existe pas dans l'absolu. C'est une question d'homogénéité par rapport au projet initial. C'est-à-dire que est-ce que l'écriture nous amène à comprendre est-ce qu'elle est claire par rapport au thème du film, par rapport à ce que ça raconte, est-ce que aux ambitions de départ, est-ce que c'est voilà, donc ça peut pas être, enfin je crois pas qu'il y ait on peut pas définir des canons de belle écriture, de bonne écriture, c'est une cohérence. C'est une cohérence d'un projet. Il y a peut-être un truc, vraiment je suis d'accord avec Philippe, il n'y a pas de recette miracle. Moi, il y a un truc que je me dis souvent quand je lis les choses que je reçois, c'est que les moments où je me dis oh la vache, c'est inouï, c'est merveilleux, peut-être que c'est parce que dans l'écriture il y a une forme de poésie qui me touche et qui n'est pas qui ne ressemble pas au dialogue qu'on entend très souvent à la télé, espèce de flux tendu là où quand on se dit je t'aime, on se dit je t'aime, mais on dit pas ce qu'il y a tout autour, enfin bon tout ça. Mais le truc que je me dis le plus souvent, c'est là, je l'aime ou je ne l'aime pas, mais il y a un point de vue qui est fort. C'est-à-dire, je prends un exemple, on parlait du biopic tout à l'heure. Quand tu en parlais, je me disais oui tiens c'est vrai, c'est quoi un biopic réussi, un biopic pas réussi? Évidemment après on est plus ou moins touché par le film, etc. Mais c'est parce que tout à coup, au lieu de se pencher seulement sur la vie de cette personne, l'auteur et a fortiori après le réalisateur ont vraiment un éclairage particulier que eux ils veulent donner sur cette histoire parce que ça fait écho de manière intime en eux sur quelque chose. Moi, un mec qui fait une commande et qui dit je vais faire un biopic sur Grâce de Monaco parce que c'est une princesse et c'est trop cool, ça donne un film qui ne me touche pas beaucoup. Voilà. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand tout à coup, parce que, comme tu racontais, tu lis la vie de cette femme et tu ne sais pas pourquoi, mais j'avais un prof au conservatoire qui disait ça résonne comme un flipper, ça fait ding ding ding, et ça résonne en toi à un endroit que tu n'expliques pas mais qui te bouleverse, alors tu vas apporter ton éclairage dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est rare, par exemple, je trouve, en ce moment, à la télévision.
il y a beaucoup de choses comme ça où on raconte C'est des plat. histoires, des histoires, des histoires, des histoires, mais en fait, à un moment, ouais, je me dis, mais d'accord, mais les auteurs, là, et après le réalisateur, ils ont voulu me raconter quoi de leur monde à eux? Voilà. Ça, pour moi, c'est le Leurs point de départ intentions. de base. De littéralité ou de pléonasme, ça n'a aucun intérêt. Si tout à coup vous n'avez pas d'espace c'est même pas combler les trous, mais tout simplement pour respirer. Faut qu'un scénario, enfin, il y a un moment donné, il y a une pulsation, il y a une vibration, il y a une respiration. Il faut que le comédien puisse arriver à s'intégrer à l'intérieur de ça et qu'il puisse évoluer. Si tout à coup, quand je parlais de répliques didascalie, il y a mille et une manières d'exprimer quelque chose, hein. Heureusement que dans la vie, enfin, c'est du jamais vu que les gens traduisent oralement tout ce qui se passe dans leur tête ou tout ce qu'ils pensent ou que tout à coup parce que oui, c'est compliqué d'aller filmer un hélicoptère qui s'écrase dans un ravin. On dit putain, il y a un hélicoptère qui vient de s'écraser. Et donc vous n'avez pas vous pouvez pas filmer la scène. Donc on le fait porter mais c'est insupportable. Enfin, ouais, j'exagère un tout petit peu, mais vous voyez, il y a plein de manières d'instrumentaliser le comédien et donc où il y a des scènes que vous pouvez pas tourner. Donc c'est vrai que ou alors on a peur qu'on n'ait pas tout à fait compris exactement ce qui se passait dans sa tête. Donc là, vous n'êtes que le porte-manteau. On a dit, il faut qu'on comprenne qu'il souffre beaucoup, donc on va en faire des caisses sur le fait qu'elle souffre beaucoup. Puis si en plus elle pouvait pleurer, ça serait encore mieux parce que voilà. Bon, Mais par exemple, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, excuse-moi, à nous en tant qu'acteurs, quand on fait des écoles, il y a quand même beaucoup de professeurs de théâtre, ils disent arrête de jouer ce que tu me dis et arrête de me dire ce que tu joues. Mais c'est la clé de tout. C'est-à-dire quand je dis à quelqu'un je t'aime, j'ai pas besoin d'être comme ça et tu dis je t'aime, je t'aime. Et il y a une scène dans New York qui me fascine, moi, où Robert De Niro il dit à Lisa Minnelli je t'aime 10 fois et en fait il l'engueule. C'est inouï de faire ça parce qu'il joue tout ce qu'il y a autour de leur relation sauf je t'aime. Et il lui hurle dessus en disant je t'aime, putain, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en fait, on entend je t'aime au plus fort du fort parce qu'il joue tout ce qui n'est pas dans les mots. Ben, je trouve que dans les dialogues, souvent, c'est un petit peu pareil. C'est vachement bien quand il y a des contours, il y a une poésie, il y a plein de trucs, mais il y a une espèce de vacuité aussi dans laquelle nous, on peut mettre des trucs. Par exemple. Non, juste en tant que scénariste, on peut virer, quand on écrit, on peut virer quasiment toutes les indications de jeu. Si on sent le besoin d'écrire en colère, c'est qu'on n'a pas réussi à prouver que le personnage est en colère. Bon, il faudrait écrire la scène. Donc on peut normalement virer toutes les indications de jeu, sauf des cas très très particuliers où quelqu'un dit quelque chose de façon un peu blanche et on met genre ironique pour qu'on prenne pas le mot qui est dit pour avec un mauvais sens. Si on était réalisateur, on pourrait expliquer au moment d'une lecture que ce moment-là ou ce mot-là est ironique pour qu'on comprenne l'intention. Mais tout le reste, normalement, ce qu'on doit faire, ce qui est hyper important, et c'est encore une fois, on parle des comportements et des gestes. Tout ce qu'on dit n'a pas de valeur, tout ce qu'on fait a de la valeur. Donc ce qu'on doit faire, c'est à travers les mots, arriver à des scènes, des situations qui prouvent au spectateur, qui démontrent quelque chose qu'on a en tête, donc une intention. Il est amoureux, il est triste, il est déçu, et on doit le prouver en fait. On doit le prouver par des mises en situation et des relations de personnages et des comportements. Si on n'arrive pas à le prouver par une mise en situation et qu'on doit le prouver par un dialogue, on a échoué, on est mauvais quoi. Faut recommencer. Donc, dans quelle mesure vous avez besoin du passé du personnage? La backstory, la fameuse, c'est ça, ce qui se passe avant l'action. Alors, moi pendant très longtemps, je me suis dit, parce que quand on parle de la psychologie du personnage, souvent on remonte aux parents, au machin, tout ça. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas besoin, que c'était pas utile et tout. Et en fait, maintenant, je le fais tout le temps. Mais c'est pas dans le sens remonter à l'enfance, c'est quelque part. Enfin, votre personnage, il n'arrive pas au début du film. Vous prenez le film, il ne naît pas au début du film, il a existé avant. Et c'est en ça que c'est important de le connaître en fait, parce que vous arrivez, vous posez quelqu'un qui a déjà existé, qui a peut-être 20 ou 30 ans, et il s'est construit. Et, enfin, je peut-être me retourner vers Violaine, mais je pense qu'on se construit dans la petite enfance, et donc je pense que c'est hyper important d'aller se poser des questions sur l'enfance du personnage pour voir comment il s'est construit, sur quelle base et tout, et qu'est-ce qui fait que ça évolue. Je sais pas, Violaine, si tu veux. Oui, moi je dirais que c'est important de le savoir pour l'auteur, mais c'est pas tellement important de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à quel moment. C'est juste
important pour justement définir quelle est sa problématique principale. Est-ce qu'il a été, en gros, dans les grandes failles archaïques, il va y avoir, en tout premier lieu, ne pas avoir été désiré. Ensuite, ne pas avoir été sécurisé. Ne pas avoir été désiré va engendrer la tristesse. Ne pas avoir été sécurisé va engendrer un personnage qui est sur la peur, qui va avoir peur principalement. Ne pas avoir été reconnu, qui va enclencher un personnage qui va être en colère. Et ensuite, avoir ou ne pas avoir été aimé, qui va permettre ou non la joie. Bon, là, je vais un peu vite, mais dans l'idée, à partir du moment... C'est intéressant d'aller dans son passé pour savoir quelle est sa faille archaïque, et du coup quelle va être son émotion principale. Et là peut-être ça, ce serait des choses intéressantes à partager avec les comédiens, de se dire dans le texte il n'y a pas de colère, le personnage n'est pas en train de crier, mais sa problématique principale c'est de ne pas avoir été reconnu, et son moteur c'est la colère. Un personnage à la Sarkozy là, qui tape toujours du pied, ou les personnages qui vont chercher la reconnaissance du coup toujours, et derrière le moteur de la reconnaissance c'est la colère. Donc par exemple c'est intéressant de se poser la question du passé pour ça. Après moi quand on m'appelle pour me dire on voudrait travailler le background du personnage et expliquer pourquoi c'est un meurtrier à travers des choses qu'il a vécues dans l'enfance et tout ça, là ça j'interviens pas du tout, et je trouve ça pas intéressant, parce qu'il y a pas, enfin quelque chose peut être vécu, ça va pas générer la même chose selon chaque individu. Donc ça m'intéresse juste d'identifier sa faille, et ensuite comment elle s'exprime dans le présent. C'est-à-dire j'ai besoin de connaître le passé, pas pour faire des flashbacks ou pour qu'il soit dit à un moment donné, mais juste pour faire agir le personnage d'une façon juste et cohérente dans le présent. Oui, puis c'est surtout, ça va générer une émotion, et c'est surtout pas verbalisé, quoi. Quand je parle de psychologie, pour moi la psychologie c'est vraiment l'inconscient, et l'inconscient s'exprime toujours à travers des actions et pas des dialogues ou pas des explications. Donc un personnage qui est juste psychologiquement, c'est pas un personnage qui parle ou à qui il est arrivé des choses dans le passé qu'on doit absolument restituer dans le présent. C'est un personnage qui commet des actions, si j'ose dire, qui sont cohérentes ou qui sont incohérentes, et cette incohérence renvoie à du sens. Mais c'est vraiment l'art de l'action-réaction, et surtout pas du dialogue ou de l'explication. Mais par contre, il faut parler entre auteurs et éventuellement parler avec les comédiens. Ces explications peuvent avoir lieu entre nous, justement pour qu'elles n'aient pas lieu dans le texte, pour qu'il n'y ait pas besoin de les mettre dans le texte, et qu'on puisse les faire passer à travers du sous-texte et des actions. D'où l'utilité de parler beaucoup et de dire beaucoup de conneries sur l'oralité, l'analité, tout ça, c'est pour que ce soit justement pas exprimé après par... dans le texte, parce que là ça devient très chiant. C'est des choses chiantes, mais c'est bien si c'est chiant entre nous, c'est embêtant si c'est chiant pour le spectateur. Par contre ça doit surtout pas être là. Oui, mais j'ai envie de dire, je peux me tromper, mais nous quand on le sent à la lecture, en fait, si ces questions elles n'apparaissent pas forcément effectivement comme tu dis dans le scénario, mais on le sent très instinctivement si ces questions n'ont pas erré dans la tête de l'auteur pendant très très longtemps, parce qu'on se dit, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, on lit le scénario, on se dit mais c'est complètement incohérent cette réaction qu'elle a. Pourquoi a-t-elle cette réaction ? Parfois il y a des réactions complètement incohérentes, mais qui puisent leur source dans quelque chose qu'on comprend, même sensoriellement ou instinctivement. Mais quand vraiment on se dit mais enfin c'est complètement débile, c'est parce qu'on sent que ce qu'on appelle alors, la Bible du personnage, mais vraiment c'est-à-dire cette construction vraiment à la fois mentale, mais pas que mentale. Voilà, souvent par exemple elle n'est que mentale. Et ça on le sent très vite. Quand le personnage est une idée, et qu'il n'a pas pris cher à travers, comme tu disais, des spécificités, de la façon de s'habiller, de la façon de parler. Voilà, par exemple, ça c'est essentiel. Moi je me dis souvent, mais enfin c'est dingue, tous les personnages ont le même type de langage. C'est quand même très bizarre ce truc-là. Dans la vie, je parle avec 10 personnes qui sont ici. On est tous d'accord pour dire qu'il y en a un qui va parler très très vite, il y en a un qui va faire toutes les liaisons, il y en a un qui va avoir un accent, il y en a un qui va avoir... Et ça va raconter un bout de lui. Et bien dans les scénarios, Rio, moi non plus, je sais jamais. Souvent, ils parlent tous pareil, ils n'ont pas de spécificité. Voilà, et tout ça, en fait, nous, assez instinctivement, on le sent à la lecture, quand on s'est vraiment posé ces questions-là. Bon, merci beaucoup. Ah oui. Oui, le temps de la formuler, je comprends.
L'hésitation, parfois de poser la question, est-ce qu'on pourrait pas organiser une lecture au moins en présence d'eux ou déjà ça, c'est vrai. Mais bon, parfois c'est complexe parfois il y a des films, des scénarios qui arrivent à la réalisation et qui ont 5 vies, 6 vies, enfin plein de gens sont passés par là, plein de gens très intelligents ont donné leur avis sur la vie, comme dit Souchon, et puis et ça peut dénaturer les choses, ce qui fait qu'on ne sait même plus à qui ça appartient finalement, cet objet écrit. C'est arrivé aussi parfois. Donc c'est et puis il y a une notion de pouvoir, il y a aussi l'argent, mais il y a aussi un metteur en scène peut se sentir un peu dépossédé de sa partie si un lien se fait entre le ou la scénariste et certains comédiens. Il peut y avoir maintenant c'est à moi, c'est mon territoire et ça va se faire avec moi. Et maintenant toi tu as fait ton travail, merci. Et souvent il y a des questions de il y a des questions de rivalité comme ça alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. C'est dans le but d'eux. Voilà. Et si, bien sûr, il faut pas. Il sera absolument. Moi, je m'imagine réalisateur. Si je vois les autres discuter en train de dire, mais ouais, mais on pourrait changer. Ah oui, d'accord. Dans ce cas-là, je vais réécrire un peu. Je veux dire, mais c'est mon film quand même. Merci. Et donc ça doit être très désagréable. Mais le but, c'est pas de se cacher de ça, mais on a un but commun. Voilà. Mais il y a quand même ce côté. On fait un film de machin. Et ça plombe aussi les choses. Ça nous empêche d'avoir ce petit côté anglo-saxon un peu plus où on est un peu plus modeste, chacun dans notre partie, on est au service d'une œuvre et puis on va. Et tandis que non, c'est. Ah bon? Mais j'ai bien reçu ton chèque. Je peux comprendre aussi cette petite crainte. Je suis hyper d'accord avec Philippe et Constance et tout le monde que c'est très important et que ça ne peut apporter que du bon. Après, c'est vrai que, comment dire, moi, quand je joue, je trouve parfois difficile, si je suis à un endroit difficile du jeu, je trouve difficile que quelqu'un, à part le metteur en scène, vienne me voir en disant « Je pense que tu devrais le faire comme ça, parce que ça serait vachement mieux. » Non, mais je termine. Non, je sais. Mais ce que je me mets à la place aussi, parfois, des auteurs ou des réalisateurs qui, comme tu dis, sont en train d'accoucher de quelque chose de très intime et que, parce que ça arrive, les gens mettent toutes les formes qu'ils veulent, parfois on le fait tous, de dire « Excuse-moi, pardon, mais vraiment je trouve que cette réplique elle sert à rien ». Et je pense aussi à la personne qui est en face et qui se dit « Putain, j'y ai réfléchi pendant 8 nuits, je trouve ça raide ce que tu viens de dire. » Et du coup, je comprends le petit réflexe de peur d'étanchéité. Voilà, donc c'est à nous de le briser tous ensemble parce que c'est super utile, mais il est normal, il est humain parce qu'on touche à des zones où chacun en fait a mis de lui très fort. Donc forcément, ça peut pas se faire en disant « Allez hop, parlons de notre travail tous ensemble. » Voilà, même si c'est essentiel, effectivement. Ouais. Ah oui, ah oui. Mais ça arrive. Ça existe quand même, non? Ouais, c'est hyper rare. Bah alors, il faut que tous, on demande à chaque fois. Mais parfois, une lecture. Moi, je sais pas, j'ai eu du pot sur tous les projets que j'ai faits. Il y a eu une journée de lecture. Je propose qu'on propose tout ça, tout le monde autour de la table. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, ils le font tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se posent même pas la question, j'ai envie de dire. Bah oui, peut-être qu'en proposant, au pire, ça se fera pas et au mieux, ça se fera. Je crois qu'il est temps de terminer cette table ronde. Donc, je vais juste remercier tous les intervenants et vous également de votre présence. Et je voudrais juste, avant de vous dire au revoir, vous parler d'un petit appel à projet qu'on va lancer au mois de janvier pour un workshop de 3 jours. Le principe, c'est donc d'envoyer un projet de long métrage de scénaristes qui ne veulent pas réaliser. Le personnage principal doit être une femme. Et son objectif principal ne doit pas être de trouver un homme. Voilà. C'est un appel à projet un peu féministe. On tente le truc cette année, on va voir comment. Donc voilà, donc si vous avez des projets et tout. Donc voilà, donc on lancera l'appel à projet en janvier, surveillez le site et voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Merci à vous tous, merci à tout le monde.